Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. On va continuer avec la deuxième partie du cours intitulée Objets et classes sous Java. Il est très important de commencer avec la première partie du cours qui a donné les bases, dans laquelle on a donné les bases théoriques de la PO, mais aussi de voir la première partie du présent cours. Vous trouverez, Inch'Allah, les liens de ces deux cours dans la boîte de description de cette vidéo. On va essayer de traiter les points suivants dans cette vidéo. Le premier point est dans lequel on va voir comment accéder aux attributs d'un objet. Puis, on va voir comment faire des appels de méthode à travers la notion importante de l'APO qui est l'envoi de messages. On va faire une petite comparaison pratique entre une méthode POO sous Java et une fonction du langage C. Puis on va voir les effets d'affectation d'objets sur la mémoire. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire lorsqu'on fait des affectations entre objets. Puis on va voir le mot-clé this. Le mot-clé this qui est très important et très utilisé dans la programmation POO sous Java. Bien sûr, on doit voir avant ça, on doit voir c'est quoi un objet courant. Enfin, on terminera, Inch'Allah, avec les utilisations du mot-clé this. Comment accéder aux attributs d'un objet? La syntaxe utilisée dans le langage Java est la suivante. On a, pour accéder à un attribut, donc on a un nom d'attribut qui va représenter une référence sur un objet d'une classe donnée, suivi d'un point. Le point ici, il représente un sélectionneur d'un attribut. Et puis, on trouvera le nom de l'attribut. Donc, cet attribut, il doit être déclaré dans la même classe de l'objet qu'on vient de citer juste avant le point. Donc, voici un exemple pratique. Soit la classe point. Pour l'instant, on ne déclare que deux attributs, x et y. Et puis, une classe test. On va essayer d'exécuter ce programme et voir ce qui se passe au niveau de la mémoire. L'exécution va commencer à la ligne 7. La ligne 7, donc dans la classe test, dans le main de cette classe, la ligne 7. La première instruction, il s'agit d'une déclaration d'une référence P1. Donc, quel est l'effet sur la mémoire? Donc, on trouve qu'il y a une variable P1 qui est une référence et qui pointe pour l'instant sur le nul. La deuxième instruction, l'instruction suivante, donc P1 va recevoir le résultat d'une création d'objet. La création d'objet, c'est la partie droite de l'instruction, la partie droite de l'affectation plutôt. Donc on trouve le new. Le new, qu'est-ce qu'il va faire? Il va allouer de l'espace et il va donner des valeurs. Donc il va allouer de l'espace pour un objet de type point, il va donner des valeurs par défaut à ses attributs. Donc il va donner à x un 0 et à y un 0 parce qu'il s'agit d'attributs numériques. Très bien. Mais bien sûr, après ça, on trouve qu'il y a un appel à un constructeur. Est-ce qu'on a déclaré un constructeur? Non. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un constructeur par défaut. Le constructeur par défaut, comme vous le voyez, on ne l'a pas déclaré au niveau de la classe, mais il va être intégré lors de la compilation.
lors de la compilation. On voit aussi que le constructeur par défaut ne contient aucune instruction. Donc, on n'aura aucun effet sur les attributs, aucun changement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste terminer la partie droite de l'affectation et puis on va affecter l'adresse mémoire allouée par le new à notre référence P1. Très bien. Même chose pour l'instruction suivante. Donc, l'instruction suivante, on va faire la même chose, mais avec une deuxième référence, P2. Donc, P2, c'est une référence sur un objet de type point. On va avoir le même schéma, donc une allocation mémoire par défaut par le new, un appel à un constructeur par défaut, et puis un retour de la référence vers P2. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui va suivre, c'est comment on va manipuler les attributs. Donc, regardez ici, l'instruction numéro 11, de la ligne 11 plutôt, qu'est-ce qu'on va faire dans cette instruction? On va accéder à l'attribut X de l'objet pointé par la référence P1. Comment faire ça? On va écrire P1.x. Et X étant une variable de type double, on va pouvoir faire tout ce qu'on a l'habitude de faire avec des variables de type double. Donc ici, on va lui affecter un nombre. Dans la mémoire, on va écraser l'ancienne valeur de x qui était 0 par la nouvelle qui est égale à 10. L'instruction suivante, on va faire la même chose avec l'attribut y de P1. On va écraser l'ancienne valeur et lui donner la nouvelle valeur qui est égale à 2.5. Pour l'instant, on vient de voir comment modifier un attribut. Donc, on a affecté une nouvelle valeur. Mais on peut aussi récupérer une valeur, comme c'est le cas dans l'instruction suivante, donc la ligne 13. On va récupérer la valeur de l'attribut y de l'objet P1, on va lui ajouter 14 et le résultat, on va l'affecter à l'attribut y, mais de l'objet P2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va sommer 14 avec 2.5. Le résultat, on va l'affecter à l'attribut y de P2. Donc, voici le résultat, écraser y de P2 par la valeur 16.5. Très bien. Donc, on passe à l'appel de méthode. Comment appeler une méthode sous Java? Bien sûr, au niveau de la programmation orientée objet, cela va se passer par la notion d'envoi de message. On va essayer de la réexpliquer avec la vision Java. Donc, la syntaxe est la suivante. Pour appeler une méthode, appeler nom de méthode, par exemple. Donc, on commence, on a l'attribut, on a plutôt l'objet sur lequel on veut appliquer cette méthode. Donc, cet objet, qu'est-ce qu'il va représenter? Il va représenter la référence, le nom de l'objet, il va représenter la référence de l'objet qui reçoit le message. En fait, on a dit que lorsqu'on veut exécuter une méthode, il faut envoyer un message à l'objet sur lequel on veut appeler cette méthode. Donc, l'objet qui reçoit le message, on doit le retrouver en premier lieu. Donc, la référence de cet objet, suivi d'un point. Le point, c'est de la même manière comme les attributs, il va représenter ici, c'est la notation Java pour sélectionner une méthode.
ou un attribut, comme on a bien vu avec les attributs. Il sera suivi par le nom de la méthode et la liste des arguments. Les arguments, c'est les valeurs qu'on va passer euh, lors de l'appel d'une méthode. Donc, ce nom de méthode avec cette liste d'attributs, c'est ça le message, notre message, qu'on vient d'envoyer à notre objet. Il s'agit de quoi le message? Il s'agit en fait d'exécuter, quelque part on dit à notre objet, on lui a envoyé un message et on lui dit exécute la méthode nommée non-méthode avec la liste d'arguments qui est entre parenthèses. Bien sûr, cette liste d'arguments peut être vide. La liste des paramètres elle peut être vide. Voyons ça sur un exemple. Donc, on va reprendre la classe point. Bien sûr, on va lui rajouter quelques méthodes et une classe de test pour voir comment ça se passe au niveau de la mémoire. Avant d'exécuter ce programme, on va essayer de voir, parce qu'on a des affichages, donc les affichages, on va les faire sur la console, sur l'invite de commande. C'est pour ça qu'on va essayer de voir aussi ce qui se passe au niveau de l'invite de commande. Donc, pour compiler ce programme, on va compiler la classe test.java. C'est le nom du fichier de notre programme. Il va porter le même nom de la classe test, donc test.java. La compilation, elle va se faire avec javac. Donc, le résultat de la compilation, on n'a pas d'erreur ici, donc on ne va rien avoir comme message, mais le résultat, il est en arrière-plan. En fait, il y a création d'un nouveau fichier qui s'appelle test.class. Ce fichier test.class, au niveau de l'invite de commande, on va l'interpréter avec l'outil Java. L'interpréteur, il va exécuter la classe. Donc, qu'est-ce qu'il va donner lieu? Il va donner lieu au commencement de l'exécution. Donc, la première instruction qui va être exécutée, c'est la ligne 18, c'est la première ligne dans le main. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme effet de l'exécution de cette ligne? On aura la création de deux références P1 et P2 de type point. Pour l'instant, ils pointent sur le nul. C'est les valeurs par défaut des références. La ligne 19, qu'est-ce qu'on va faire dans cette ligne? On va faire appel au constructeur. On a déclaré un constructeur qui a deux valeurs comme paramètres, plutôt deux paramètres. On va donner 4 pour le paramètre A et moins 1.4 pour le paramètre B. On a vu comment ça se passe avec le constructeur, on ne va pas le revoir. On va essayer de faire ça d'une manière un peu plus rapide. Donc, il y a un appel au constructeur. Bien sûr, tout ça, avec le new, on aura l'allocation mémoire. Avec le constructeur, on aura les initialisations. Et puis, on va faire une affectation de l'adresse mémoire à la référence P1. Même chose pour la ligne 20. On aura un nouvel objet qui sera référencé par P2, dans lequel x il est égal à moins 5 et y à 12. Ce qui nous intéresse le plus, c'est comment appeler les méthodes déplacées et affichées. Les méthodes déplacées, la méthode déplacée, quel est son rôle dans la classe? La méthode déplacée, son rôle est en fait, de déplacer un point sur le plan. On va essayer de déplacer les coordonnées d'un point. Donc, sur le plan horizontal, avec une valeur dx, et sur le plan vertical, avec une valeur dy.
Très bien. Donc, l'appel, comment ça va, il va se passer l'appel? On va envoyer un message à notre objet P1. Donc, regardez, on trouve P1 point. Donc, quelque part, cette instruction, c'est un envoi de message. On a envoyé un message à P1. Quel est le message? Quel est le corps de message? Le corps de message, c'est ce qui existe après le point. Donc, on trouve déplacer 5 moins 1. Donc, on demande à P1 d'exécuter la méthode déplacer 5 moins 1. Donc, bien sûr, il y a un appel à cette méthode. Donc, dans cette méthode, on va remplacer dx par 5 et dy par 1. Ce qui est important de voir ici, c'est que il n'y a pas un passage de x et de y. On retrouve dans déplacer l'utilisation de x et y directement sans aucun passage comme paramètre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'attributs et que déplacer est une méthode d'instance, donc elle est utilisée toujours avec un objet. Donc, on aura comme effet d'ajouter 5, d'ajouter dans la mémoire. Donc, on va ajouter 5 à 4 et on va ajouter moins 1 à moins 1.4. Donc, on aura l'effet suivant. Donc, un écrasement des valeurs des attributs et on aura les nouvelles. De la même manière, si on envoie le même message, donc le même message qui est déplacé 5 moins 1, mais cette fois-ci, dans la ligne 22, on va envoyer ce message à l'objet référencé par P2. Donc regardez, il s'agit du même message, mais sur un autre objet. On va voir que l'effet il sera différent. Malgré qu'il s'agit du même message, l'effet il sera différent. Pourquoi? Parce qu'on va l'appliquer sur un autre objet, donc une autre zone mémoire, donc d'autres attributs. Donc ici, l'appel aura comme effet, comme la première fois, d'écraser les valeurs 5 et 12 et de les remplacer par les nouvelles. Donc 5 plus moins 5, on aura 0. Et 12 plus moins 1, on aura 11. Très bien. On passe à l'instruction suivante. Donc, il y a un autre message ici qu'on a envoyé à P1. Le message dit « Exécute la méthode affichée qui n'a pas d'argument sur l'objet P1. » Donc, cet appel, ce message va avoir comme effet l'appel de la méthode affichée qui va afficher X et Y. De quel X et de quel Y il s'agit? En fait, il s'agit de X et Y de l'objet qui a appelé la méthode, donc de P1. Donc, cet appel aura comme effet dans l'invite de commande d'avoir l'affichage ici 9 et moins 2.4. Le même message, on va l'envoyer cette fois-ci à P2 et on va voir que l'effet il sera encore une fois différent. Donc cette fois-ci, on va afficher quel X et quel Y. On va afficher X et Y, mais cette fois-ci, c'est les attributs de P2. Donc on va afficher 0 et 11. On passe à une autre notion. Plutôt, avant de passer à l'affectation entre objets, on va voir une petite comparaison pour éclaircir cette fois-ci mieux les choses.
et faire le point sur la différence entre une fonction du langage C, qui est une fonction dans le langage procédural, et les méthodes de Java, qui sont des méthodes d'instance, donc les méthodes orientées objet. On va voir cette comparaison dans la déclaration et lors de la déclaration et lors de l'appel. On commence avec une méthode Java. On va prendre par exemple la méthode déplacer. Si on appelle, le plus important à voir ici, c'est que dans la méthode déplacer, on retrouve X et Y. X et Y, ils ne sont pas passés en paramètres. Ils ne sont pas déclarés comme des variables locales. Donc, X et Y, pourquoi on a le droit d'utiliser X et Y ici? C'est parce qu'il s'agit d'attributs d'objets. Et cet attribut objet, regardez ici, s'agissant d'une méthode déplacée, il s'agit d'une méthode d'objet, orientée objet, donc une méthode d'instance qui marche avec des instances, de la classe point, avec des objets de la classe point. Donc, cela va donner lieu à ce que X, à ce que toujours cette méthode va être appelée avec un objet. Regardez d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? X et Y, dans ce cas-là, lors de cette instruction. Donc, on va créer les deux premières instructions lors de l'appel, de la partie appel, les deux premières instructions, on a créé deux objets pointés par deux références P1 et P2. Donc, si on appelle déplacer sur P1, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur de déplacer, X et Y, ils vont prendre leur valeur depuis l'objet P1. Depuis l'objet P1. Donc, X et Y, ils sont dépendants de l'objet qui a appelé la méthode, sur lequel on a appelé la méthode. Regardez ici, avec le même message, donc déplacer 5 moins 1, sur envoyer cette fois-ci à P2, la différence c'est quoi? C'est d'où on va, ramener cette fois-ci X et Y à l'intérieur de déplacer. Cette fois-ci, on va la ramener de P2 et non pas de P1. Donc, d'ailleurs, il est très important de noter qu'il est interdit d'utiliser déplacer sans un objet. Donc, déplacer, c'est une méthode d'instance. Donc, dans la programmation orientée objet, une méthode d'instance, elle est toujours appelée avec un objet. Sinon, on ne peut pas donner des valeurs aux attributs utilisés dans une méthode d'instance. On va voir maintenant la différence avec la même méthode qu'on va déclarer en tant que fonction du langage C. Regardez, on a déclaré déplacer. La première différence lors de la déclaration est que X et Y, ils sont passés en paramètres. On n'a pas le choix. On doit faire passer X et Y dans les paramètres. Bien sûr, dans notre cas, on les a passés en tant que on a passé en fait leur adresse mémoire, leur pointeur, parce que en fait, on veut modifier X, Y. Donc, X, Y, en fait, c'est des paramètres en entrée-sortie. C'est pour ça qu'on les a passés en tant que pointeur. Sinon, c'est pas toujours le cas. Hein. Tout dépend de ce qu'on veut faire à l'intérieur de notre fonction. Mais ce qui nous importe le plus, c'est que
X, Y, ils doivent être passés en paramètres. Pourquoi? Parce que regardez ici, lors de l'appel, déplacée ici, elle est indépendante, déplacée, elle est indépendante d'un quelconque objet. On n'a pas d'objet, donc elle est appelée d'une manière indépendante. Regardez. Donc, euh, on doit passer les arguments de x, y. Donc, on a déclaré A1 et B1 ici. Il s'agit en fait de x, des valeurs de x, y, donc nos coordonnées de points. On va les passer en paramètres et on passe encore aussi le dx et le dy, le déplacement qu'on veut appliquer sur nos coordonnées. D'accord? Donc, x, y, d'où on va les ramener cette fois-ci, c'est des paramètres. Donc, dans la programmation procédurale, tout se passe dans les paramètres. Bien sûr, vous allez me dire, il y a aussi le cas des variables globales. Oui, les variables globales, on peut les utiliser. Ils sont très déconseillés, mais ça revient au même. Ça revient au même. On ne va pas utiliser déplacer avec un objet. Il sera indépendant. Donc, une fonction, elle est indépendante. Si on appelle la méthode déplacée avec les mêmes paramètres dx, y, mais cette fois-ci avec les paramètres qui représentent les coordonnées qui seront différents. Donc, d'où on va ramener x, y à ce niveau, bien sûr, on va les ramener des paramètres. Donc, c'est les arguments qu'on doit passer en paramètres. Conclusion. Qu'est-ce qu'il faut conclure? Une méthode orientée, donc une méthode objet, d'objets, donc une méthode appliquée avec des objets, on appelle ça une méthode d'instance, est toujours appelée sur un objet. Les attributs de cet objet seront connus et peuvent être utilisés à l'intérieur de cette méthode. Très bien. L'affectation d'objets. On va essayer de voir ce qui se passe en mémoire lorsqu'on affecte des objets. Soit le bout de programme suivant, un ensemble d'instructions. On va essayer d'exécuter ces instructions et voir leur effet sur la mémoire. Donc la première instruction, qu'est-ce qu'on va trouver? On déclare une référence qui s'appelle .1 de type point, avec laquelle on va créer un objet. Maintenant, normalement, on s'est habitué avec les étapes de la création d'objets. Donc, le new, le constructeur, l'initialisation, tout ça. Normalement, on a parlé de ça normalement d'une manière exhaustive. Donc, on passe à l'instruction suivante. Création du deuxième objet. Très bien. Ce qui nous intéresse, c'est l'instruction suivante. Quand on écrit, on a déclaré deux références, point 1 et point 2. Maintenant, lorsqu'on écrit point 2 reçoit point 1, qu'est-ce qui va se passer en mémoire? Donc, n'oublions pas qu'il s'agit de deux références. Donc, les références, c'est quoi? C'est des variables dans lesquelles on retrouve des adresses mémoire. Donc, quand on écrit point 2 reçoit point 1, cela veut dire que point 2 il va recevoir, il va écraser son contenu, il va le remplacer par l'adresse mémoire qui existe dans la référence point 1. Donc, cela veut dire quoi? Donc, point 2, elle va recevoir le même contenu de point 1. Et point 1, il pointe sur l'objet qui est là, à ce niveau. Donc, cette exécution de la ligne 6, elle va avoir comme effet que P2 ne va plus pointer sur le deuxième objet, elle va pointer sur le même objet que point 1.
Donc, point 1 et point 2 pointent sur le même objet. C'est le résultat de l'instruction numéro 6. On va déclarer maintenant une troisième référence. La troisième référence, elle s'appelle point 3. Et on va initialiser cette référence par, euh, par l'adresse, donc l'adresse mémoire qui existe dans la référence point 2. Donc, maintenant, point 2, quel est son contenu? Point 2, c'est une référence qui contient l'adresse mémoire du premier objet, celui qui existait avec point 1. Maintenant, on va l'affecter à point 3. Donc, point 3, c'est une nouvelle référence. Elle va pointer directement sur le même objet. Pourquoi? Parce que point 2, il pointe déjà sur le même objet que point 1. Donc, point 3, par affectation, il va pointer aussi sur le même objet. Ce qu'on a remarqué ici, lorsqu'on a déclaré point 3 reçoit point 2, est-ce qu'on a créé un nouvel objet? Non. Donc, cette instruction n'a pas créé un nouvel objet. Pourquoi? Parce que la création d'un nouvel objet passe fondamentalement toujours par la création, la réservation d'un nouvel espace mémoire pour un nouveau objet. Donc, nouvel objet. Donc, est-ce qu'on a alloué un nouvel espace? Non. Donc, il n'y a pas de création. Donc, ici, il est très important de comprendre que l'affectation entre objets ne crée pas de nouvel objet. Maintenant, l'instruction suivante. Oui, ici, il est très important de comprendre que le deuxième objet qui était auparavant pointé par P2, regardez ici cet objet, tout à l'heure, il était pointé par P2. Maintenant, cet objet, quelle est sa destinée ici dans notre programme? En fait, il sera perdu. On ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de référence sur cet objet. Donc, on ne peut pas l'utiliser dans notre programme. Le seul objet qu'on peut utiliser, c'est le premier objet. Mais cet premier objet, il n'est pas pointé, il n'est pas référencé par une seule référence, mais il est référencé par plusieurs références. La première référence, point 1, la deuxième, point 2, la troisième, point 3. Les trois références, ils pointent sur le même objet. Donc, on peut avoir plusieurs références sur un seul objet, mais on ne peut pas avoir une référence qui pointe sur plusieurs objets. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, une référence pointe sur un seul objet, mais un objet, il peut être référencé par plusieurs références. Donc, cela va avoir l'effet suivant. Regardez l'instruction 10. L'instruction 10, on va modifier l'attribut de la référence point 2. La référence point 2, elle pointe sur l'objet que vous voyez en mémoire, ici. Donc, on va écraser le x par moins 18. Comment on a accédé cette fois-ci à l'objet? On a accédé avec la référence point 2. L'instruction suivante, on va accéder à y, mais comment on va le faire cette fois-ci? Cette fois-ci, on va le faire avec point 3. Donc, on va écraser 3. On va mettre à sa place 20. La conclusion. L'affectation entre deux objets ne crée pas un nouvel objet, mais elle crée une nouvelle référence qui pointe sur le même objet. Donc, comme je viens de le dire, un objet, il peut être pointé par plusieurs références, mais une référence, elle ne pointe que sur un seul objet. On passe maintenant au mot-clé this, mais avant ça, on va parler de l'objet courant. C'est quoi un objet courant? Lors de l'exécution d'une méthode ou d'un constructeur,
il y a toujours un objet courant. Donc, lors de l'exécution, je dis bien lors de l'exécution, d'accord? Au moment de l'exécution d'une méthode, à l'intérieur de la méthode, bien sûr, une méthode ou un constructeur. À l'intérieur de cette méthode ou de ce constructeur, il y a toujours ce qu'on appelle un objet courant. C'est quoi l'objet courant? Regardez ici. Donc, on a un exemple de classe, un exemple théorique de classe. La classe, elle s'appelle ma classe. J'ai à l'intérieur de la classe un constructeur qui va prendre le même nom de la classe, donc un constructeur qui s'appelle ma classe aussi, et une méthode que j'ai appelée tout simplement une méthode. D'accord? Donc, euh, c'est quoi l'objet courant? L'objet courant, il est toujours, si on veut utiliser cet objet courant, on a dit qu'il existe toujours lors de l'exécution. Si on veut l'utiliser, dans le langage Java, on va utiliser le mot-clé this. Donc, dans le langage Java, si on veut utiliser cet objet courant, on va utiliser le mot-clé this. Donc, c'est quoi l'objet courant? L'objet courant, comme on vient de le dire, lors de l'exécution, on va pouvoir l'utiliser à l'intérieur, entre l'accolade ouvrante fermante du constructeur et entre l'accolade ouvrante fermante de la méthode, d'une méthode quelconque, de notre classe. Donc, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Donc, quel est le sens de objet courant? Donc, objet courant, il va prendre un sens différent avec le constructeur et avec une méthode. Dans un constructeur, c'est quoi un objet courant? C'est l'objet qu'on vient juste d'allouer son espace avec l'opérateur new. Vous savez bien, on va voir ici avec l'animation. Donc, regardez, lors de l'exécution de la ligne 1 du code qui est en bas, donc, je déclare une référence et cette référence, je veux lui affecter le résultat de la création d'un objet. Donc, regardez, lorsque j'appelle un objet, est-ce que la référence, elle pointe sur cet objet? Non, pour l'instant, elle ne pointe pas. Pourquoi? Parce qu'on doit commencer par la partie droite de l'affectation. La partie droite de l'affectation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer l'espace avec le new et elle va exécuter. Donc, la création d'espace mémoire, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va créer l'objet. Mais est-ce que cet objet est référencé avec O1? Non, pour l'instant, le new, il a créé l'objet, mais il n'est pas encore référencé par O1. On doit l'initialiser avec le constructeur. Donc ici, on va appeler le constructeur avant de l'affecter à O1. Regardez ici, à l'intérieur, à ce moment-là, à l'intérieur de mon constructeur, l'objet alloué par le new est l'objet courant. L'objet qu'on vient d'allouer avec le new est l'objet courant. On ne va pas dire que l'objet pointé par O1 parce qu'il n'est pas encore pointé par O1. On va dire que l'objet qu'on est en train d'initialiser dans notre constructeur, là, il s'agit de l'objet courant. On peut le désigner, si on veut l'utiliser, si on a besoin de cet objet, on va utiliser le mot-clé this. On va utiliser le mot-clé this. Très bien. Même chose pour si je veux créer un autre objet. La même chose ici. Il s'agit d'un deuxième objet. Donc, ce deuxième objet qu'on veut créer, lors de l'appel du constructeur, il n'est pas encore affecté à O2, d'accord? Mais on est en train d'initialiser ses attributs. Donc, cet objet
qu'on est en train d'initialiser ces attributs à l'intérieur de mon constructeur, c'est ça l'objet courant. On peut aussi le désigner toujours, l'objet courant, il peut être désigné par this. Maintenant, au niveau des méthodes. Dans une méthode, c'est quoi l'objet courant? Dans une méthode, on est dans une situation différente. En fait, lorsqu'on utilise une méthode, l'objet existe une mémoire et il est référencé avec un identifiant qui est connu dans notre programme. Ici, si on veut exécuter la méthode qui s'appelle une méthode, on va l'exécuter avec une référence connue dans notre programme. C'est la référence O1. Dans ce cas-là, à l'intérieur de cette méthode, c'est qui l'objet courant? À l'intérieur de cette méthode, l'objet courant, dans ce cas-là, c'est O1. Parce que c'est lui qui a appelé la méthode. C'est l'objet qu'on est en train d'utiliser à l'intérieur de la méthode. C'est pour ça qu'on l'appelle courant. Courant parce que c'est l'objet qui est utilisé à l'instant T de l'exécution d'une méthode donnée. Donc O1, dans ce cas-là, c'est lui l'objet courant. Dans la dernière instruction, lorsqu'on appelle la méthode une méthode, avec O2, c'est qui l'objet courant? C'est O2. Mais comment on va pouvoir le désigner? Il est impossible, lors de la création de la méthode, d'imaginer les noms, d'utiliser les noms avec lesquels on va appeler cette méthode. C'est insensé et c'est impossible. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on veut utiliser l'objet sur lequel on appelle la méthode, il faut utiliser le mot-clé this. Remarque importante, la valeur de this, c'est quoi en fin de compte? This est une référence. This est une référence. Mais cette référence, lorsqu'on fait appel à une méthode ou à un constructeur, elle va pointer sur l'objet courant. On va lui affecter cet objet courant. Mais cette affectation, c'est une affectation qu'on ne peut pas changer. Pourquoi? Parce que this, dans le langage Java, est une référence constante. Une référence constante, donc elle peut prendre une seule valeur. Cette valeur, elle ne pourra pas changer. Elle pourra pas changer. Très bien. Donc, on ne peut pas faire à l'intérieur d'une méthode ou d'un constructeur, on ne peut pas affecter un nouvel objet ou une référence quelconque à notre objet this. Donc this, il est toujours, on ne peut pas le retrouver du côté gauche de l'affectation. Il n'est pas affecté. Par contre, this, il peut être affecté. Donc on peut le retrouver dans la partie droite de l'affectation. Je parle de this en tant qu'objet et non pas de variable qu'on va voir qu'on peut, lors de l'utilisation, qu'on peut utiliser avec le this. Donc, lisons bien la remarque. La valeur de this est une référence constante sur l'objet courant. La référence this ne peut pas être affectée. Par contre, elle peut être retournée. Elle peut être retournée. On va voir les utilisations du this. Essentiellement, on a deux utilisations pour le this. La première utilisation, c'est l'objet courant. L'objet courant. Donc, la première utilisation du this, elle est liée à la notion d'objet courant. Donc, quelle est cette utilisation?
on va pouvoir lever l'ambiguïté entre les attributs et les paramètres dans une méthode ou dans un constructeur. Cela veut dire quoi? Si j'ai le même nom que je vais utiliser dans le paramètre et dans les attributs, imaginons à l'intérieur d'une méthode, j'ai un paramètre qui s'appelle A et un attribut qui s'appelle A. Et bien sûr, j'aurai un problème à distinguer entre les deux. كيفاش راح نفرق بين l'attribut et le paramètre? Comment je vais distinguer entre l'attribut et les paramètres? Pour distinguer entre les deux et lever l'ambiguïté, l'ambiguïté c'est الخلط. نقدروا نخلطوا entre les deux. Donc la confusion. Pour éliminer cette confusion, on va utiliser le mot-clé this. On va voir comment. Voyons ça sur un exemple. Regardez ici. J'ai déclaré x, y comme attribut de la classe point. J'ai déclaré un constructeur sans paramètres dans lequel j'ai donné les valeurs 0 à x et la valeur 0 à y. Et j'ai déclaré un autre constructeur. Et voyons bien ici, j'ai utilisé pour les paramètres les mêmes noms des attributs. Donc regardez, à l'intérieur du deuxième constructeur, j'ai x reçoit x et y reçoit y. En fait, ce que je veux faire, je veux dire que l'attribut x reçoit le paramètre x et l'attribut y reçoit le paramètre y. Mais, bien sûr, ce que je vois ici dans le code n'est pas très compréhensible et il peut poser, bien sûr, un problème lors de l'exécution. En fait, ce n'est pas un problème de compilation, mais lors de l'exécution, il ne va pas être compris comme étant un attribut. Donc, regardez bien le premier constructeur. Dans le premier constructeur, est-ce que j'ai des paramètres? Non. Le x et le y utilisés à l'intérieur de ce constructeur. Il s'agit de quoi en fait? Donc là, c'est clair. On n'a pas de confusion, on n'a pas d'ambiguïté. Pourquoi? Parce que l'unique utilisation possible de x, y, c'est que x, y seront des attributs. Donc ici, l'utilisation comme elle est correcte et on peut laisser le constructeur comme il va marcher. Donc, ici, il n'y a pas d'ambiguïté. On va juste parler de y, mais c'est de la même manière, c'est la même réflexion qu'on peut faire sur x, sur l'attribut x. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, par contre, dans le deuxième constructeur, regardez ici, il y aura une ambiguïté entre y qui est à droite et y qui est à gauche. Y qui est à gauche, on veut parler de l'attribut. Et celui qui est à droite, on veut parler de paramètres. Donc, il y a une ambiguïté. Donc, comment lever cette ambiguïté? En fait, Y qui est à gauche, donc de l'affectation, c'est quoi en fait? C'est l'attribut de l'objet courant. C'est l'attribut de l'objet courant. C'est pour ça que on a dit que un attribut, comment accéder à un attribut? On utilise le nom de l'objet, point, le nom de l'attribut. D'accord? Donc, c'est pour cette raison que pour lever l'ambiguïté, qu'est-ce qu'on va faire? Comment lever l'ambiguïté? On va mettre le mot-clé this devant les attributs. D'accord? Donc, regardez ici. Bien sûr, on a dit qu'ici, il n'est pas nécessaire, il n'y a pas une ambiguïté, donc il n'est pas nécessaire d'utiliser le this, mais on peut l'utiliser, bien sûr. D'ailleurs, il est recommandé d'utiliser le this avec les attributs
de toujours utiliser le this avec les attributs, même s'il n'y a pas d'ambiguïté. Mais l'utilisation ici, elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas nécessaire, elle est facultative. Donc, استعمال استعمال ثانوي ماهوش obligatoire. Par contre, à ce niveau, il y a une ambiguïté. Et pour lever cette ambiguïté, on va rajouter le mot-clé this qui représente l'objet courant, et c'est la réalité. Donc, les attributs x, y à l'intérieur de ce constructeur, il s'agit des attributs de l'objet courant. Donc, on va rajouter ici this devant x et devant y. Est-ce que l'utilisation de this à l'intérieur du deuxième constructeur, est-ce qu'elle est obligatoire, nécessaire, facultative? En fait, elle est nécessaire et elle est quelque part obligatoire. Si on veut, si on veut dire que l'attribut reçoit l'argument, l'attribut reçoit la valeur du paramètre. Donc, on doit utiliser, on doit utiliser le this. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'utilisation ici, à ce niveau, elle est nécessaire. D'accord? Si on ne met pas le this, juste une remarque, si on ne met pas le this, le programme ne va pas déclencher un problème de compilation, elle ne va pas déclencher une erreur de compilation. En fait, Java, il va comprendre autre chose. Il va comprendre que le X qui sera utilisé, regardez ici, si j'enlève ça, si je laisse comme ça mon constructeur, il va comprendre que le X, il va connaître un seul X, lequel, c'est le paramètre. Donc, il va voir la portée la plus proche. D'accord? Il va voir la visibilité la plus proche. Du moment que X, il est déclaré comme étant un paramètre, donc il va prendre que X, ici, il s'agit d'un paramètre. Donc, en fin de compte, on n'aura aucun effet sur les attributs. Elle va s'exécuter, mais les attributs, ils ne vont pas être initialisés comme on l'imagine. Donc, la seule manière pour utiliser ça, pour que ça fonctionne, il faut rajouter le this. Une autre question qu'on peut se poser, pourquoi on donne le même nom? Pourquoi on donne le même nom que les attributs? Pourquoi on donne aux paramètres les mêmes noms que les attributs? En fait, pourquoi on donne? On peut éviter ça en donnant des noms différents aux paramètres utilisés dans les méthodes et dans les constructeurs. Mais assez souvent, on va voir que il est très contraignant. C'est pas très, c'est-à-dire, ça ne va pas nous faciliter les choses de donner des noms de chaque fois, on cherche des noms différents pour les paramètres. C'est pour cela que dans le langage Java, là, dans les langages orientés objets, surtout au niveau du constructeur, on donne assez souvent facilement le même nom. Le même nom que l'attribut pour faire comprendre au lecteur de mon programme que le paramètre que j'utilise, il s'agit du paramètre avec lequel je veux initialiser mon attribut. Et ça va me faciliter la chose. Je ne vais pas chercher à utiliser beaucoup de noms dans mon programme. Ça me facilite la compréhension de mon programme. Comment faire la différence? On a dit qu'on va utiliser le mot-clé this. Comme conséquence à cette utilisation, donc ici essentiellement, comment on a utilisé le this? On l'a utilisé comme étant objet courant. Et on l'a utilisé dans ce cas-là, dans le cas montré dans ce programme, comme, pour lever l'ambiguïté entre le paramètre et l'attribut. Mais on peut utiliser this en tant qu'objet courant pour d'autres raisons. Par exemple, on peut retourner carrément le this dans une méthode. Si une méthode a comme
type de retour une classe et que je dois, par exemple, dans cet exemple, dans cette méthode, par nécessité, je dois retourner l'objet courant, je peux le faire. Donc, return this. Je peux trouver return this dans une méthode. Il n'y a aucun problème. Je peux aussi utiliser le this, donc l'objet courant, comme étant un argument lorsque j'appelle une méthode ou un constructeur. Donc, lors de l'appel d'un constructeur ou d'une méthode, je peux avoir, si j'ai déclaré cette méthode, si j'ai déclaré dans cette méthode un paramètre de type classe quelconque, je peux utiliser le this en tant qu'argument lors de l'appel. On va essayer de voir ça peut-être dans les TP, voir des exemples, comment utiliser le this en tant qu'objet courant, en tant que soit comme retour dans une méthode, soit comme paramètre, comme argument dans une méthode ou dans un constructeur. C'est des utilisations qui ne sont pas très utilisées, mais qui peuvent, qu'on peut les retrouver. D'accord? C'est pour ça que je les cite, malgré qu'ils ne sont pas très utilisés. La deuxième utilisation de this, donc on a vu que la première utilisation, elle est liée au fait que this, il va représenter l'objet courant et on l'a utilisé essentiellement pour lever l'ambiguïté. La deuxième utilisation du this, elle est différente. Elle est différente. C'est quoi la deuxième utilisation? Si on utilise la surcharge de constructeur, on peut appeler un constructeur dans un autre constructeur de la même classe. Donc, imaginons que j'ai plusieurs constructeurs. À l'intérieur de un de ces constructeurs, je peux appeler un autre. Donc, un constructeur qui appelle un autre. Et là, par appeler un constructeur, je ne veux pas, en fait, je parle pas de l'utilisation qu'on connaît du constructeur. Un constructeur, il est connu pour créer un objet, d'accord? On l'utilise avec le new. Là, on ne va pas l'utiliser avec le new. On veut juste exécuter le code qui existe à son sein, donc son code. On veut juste utiliser le code de ce constructeur. On va éclaircir les choses. Donc, si je veux appeler un constructeur dans un autre constructeur de la même classe, je vais utiliser la syntaxe suivante. Regardez la syntaxe qui est écrite en rouge. Donc, je vais utiliser this et je vais utiliser des parenthèses. Donc, lorsque je trouve this avec des parenthèses, donc là, il ne s'agit pas de l'objet courant, il s'agit d'appeler un constructeur qui existe dans la même classe à l'intérieur d'un autre constructeur. Donc, je suis à l'intérieur d'un constructeur, du premier constructeur ou du deuxième, et je veux appeler un autre constructeur. Je vais utiliser cette syntaxe. Donc, this, entre parenthèses, liste de paramètres. Le constructeur appelé doit respecter la liste de paramètres. Là, c'est clair. Voyons ça sur un exemple. On va prendre cette version de la classe point. Regardez ici. J'ai ma première version de la classe point. Donc, cette version de la classe point, c'est une version classique. Bien sûr, là, je m'intéresse au constructeur. Donc, je n'ai pas mis les méthodes de la classe point. Mais par contre, j'ai utilisé plusieurs constructeurs. Je vais essayer de construire la deuxième version de la classe point qui existe à ma droite. À la droite, à ma droite. Donc, cette
cette classe, regardez que le corps des constructeurs, il est vide. Seulement le dernier constructeur, il contient du code. Donc, on veut faire les mêmes constructeurs, on veut réaliser les mêmes constructeurs, mais en utilisant cette syntaxe. Donc, on va voir le sens de chaque constructeur et on va voir comment le créer donc, on va voir le sens de chaque constructeur dans la première version de la classe et on va la créer en parallèle dans la deuxième classe. Donc, les deux classes, ils sont équivalentes. Hein. On veut créer deux classes qui sont équivalentes. Donc, juste pour voir qu'il y a une autre façon d'écrire le même code. Donc, le code qui existe à gauche, c'est le même, il doit être le même dans la classe qui existe à droite. Donc, commençons par le premier constructeur. Regardez ici. Le premier constructeur, qu'est-ce qu'on retrouve dans le premier constructeur? On retrouve que this.x reçoit 0 et this.y reçoit 0. Donc, on a initialisé l'attribut x par 0 et l'attribut y par 0. Donc, l'utilisation de this ici, à l'intérieur, hein, c'est la première utilisation. Donc, mais elle est facultative ici. Hein. On peut ne pas utiliser this dans le premier constructeur parce qu'il n'y a pas une ambiguïté. Je pouvais faire directement x reçoit 0 et y reçoit 0. Mais on va s'habituer à utiliser le this parce qu'on a dit qu'il est très recommandé d'utiliser le this, même s'il n'y a pas ambiguïté. Ce n'est pas ça le sujet. Mais ce qui nous importe maintenant, c'est que, regardez, x reçoit 0 et y reçoit 0. Est-ce qu'il y a un autre moyen? Est-ce que je peux appeler, c'est-à-dire, est-ce que je peux chercher le contenu qui existe ici? Est-ce que je peux le retrouver dans une autre méthode? On va chercher et on va retrouver que le code qui existe dans la ligne 5, il est équivalent au code qui existe dans la ligne 8 à condition de faire passer un 0 ici à x. Si je passe un 0 au constructeur qui existe dans la ligne 7, je vais retrouver this.x reçoit 0 et this.y reçoit 0. Donc, ces deux, ils sont équivalents si le paramètre x il est égal à 0. Très bien. Donc, cela veut dire quoi? Que je peux, dans ma deuxième version de la classe point, à l'intérieur du premier constructeur, je peux faire appel au deuxième constructeur. Donc, comment faire à l'intérieur d'un constructeur, comment faire appel à un autre constructeur? Là, je vais utiliser la syntaxe this. This avec des parenthèses, cela veut dire que j'appelle un constructeur de la même classe. Donc, j'appelle un constructeur qui s'appelle point avec un argument qui est égal à 0. Donc, je vais chercher ici, est-ce qu'il y a un constructeur qui s'appelle point et qui a un seul argument de type double? Donc, regardons ici. Est-ce que ce constructeur a un type double? Non, j'ai un type point. Est-ce que ce constructeur, il a un seul paramètre avec un type double? Non. Donc, est-ce que ici, il s'agit d'un constructeur avec un type numérique? Oui. Donc, il s'agit de ce constructeur. D'accord? Il s'agit de ce constructeur. Là, à l'intérieur du premier constructeur, j'ai fait appel au deuxième constructeur. Donc, ce code, il est équivalent à celui-là. Il est équivalent directement à celui-là. On passe à la deuxième. Regardons ça. Le deuxième constructeur. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis this.x reçoit x et this.y reçoit x.
Donc, en fait, je veux initialiser x et y avec la même valeur qui est passée en paramètre. C'est pour ça qu'on a donné un seul paramètre. Donc, regardons. Est-ce que je peux, déjà, comme remarque, l'utilisation de this dans la première instruction du constructeur, de ce constructeur, elle est nécessaire. Par contre, this.y soit x, elle n'est pas nécessaire. Parce que là, il n'y a pas ambiguïté. Par contre, ici, le paramètre et l'attribut, ils sont les mêmes. Donc, je vais chercher de la même manière un constructeur qui va permettre de faire la chose d'une manière équivalente. Et je vais retrouver que le dernier constructeur, il a x, y, et il est équivalent euh, euh, au deuxième, à condition que x, le paramètre x, soit égal à y. Donc, si je prends x égale à y, dans ce cas, les deux lignes, ils sont équivalentes. Donc, c'est pour cette raison que dans la classe de la deuxième version de la classe que je veux créer à base d'appel de constructeur, regardez ici, le code que je vais mettre ici, je vais le ramener, je vais faire appel à ce constructeur avec x égale à y. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler, je vais lui dire appelle la méthode, la dernière méthode, mais au lieu de mettre y dans la deuxième, je vais utiliser x dans le premier argument et x dans le deuxième argument. Dans ce cas-là, j'aurai exactement la même chose. Donc, this, entre parenthèses, x et x. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de chercher un constructeur qui existe dans la même classe, qui a deux paramètres de type entier. Il s'agit de celui-là. Donc, this, ici, il va jouer le rôle d'appel de constructeur. On passe au dernier cas. Donc, dans le dernier cas, l'équivalence, elle va se passer entre regardez, la ligne 10. Dans la ligne 10, j'ai un constructeur qui a un point comme paramètre. Donc, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Si je donne quelque part, je veux créer un objet avec, et je veux initialiser ces attributs avec les attributs d'un point qui est passé en paramètre. D'accord? Regardez ici, j'ai this.x, donc l'objet courant.x, l'objet que je suis en train d'initialiser, il va recevoir p.x, p il est passé en paramètre, et this.y, il va recevoir, donc l'objet courant va recevoir l'objet qui est passé en paramètre .y. Donc l'objet courant.y reçoit l'objet qui est passé en paramètre qui est p.y. Donc, est-ce qu'il y a un constructeur qui peut faire la même chose? Bien sûr, c'est le dernier constructeur. Donc, le dernier constructeur, à condition que le x, le paramètre x, je vais le remplacer par p.x et le paramètre y, dans le deuxième constructeur appelé, je vais le remplacer par p.y. Donc, je peux dans la classe, la deuxième version de la classe qui est à droite, je peux faire appel au dernier constructeur avec le paramètre x égale p.x et y égale p.y. Donc, je vais écrire à l'intérieur, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire this, entre parenthèses, p.x, virgule, p.y. Donc, ça, c'était la deuxième utilisation de this.
Pour le dernier, bien sûr, le dernier, on va le garder. Il va pas faire appel, on ne peut pas faire appel à un autre constructeur, donc on va le garder tel qu'il est. Donc c'est lui, quelque part, c'est lui le constructeur à lequel on a fait appel. Donc on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Euh, Et comme ça, je pense qu'il nous reste un tout petit bout dans ce cours, dans ce premier, dans ce deuxième chapitre, pour passer au troisième chapitre. Donc, on va rajouter la prochaine fois une petite vidéo pour terminer ce chapitre et on passera, Inch'Allah, au prochain chapitre. Donc, bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.